أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا إولي الله أما بعد. Ceci étant dit. Euh, donc on va continuer. Je vais pas le mettre dans une section à part de l'introduction. Donc on va continuer en fait cette introduction sur comprendre la pensée ou la méthodologie d'Ibn Khaldoun. On est toujours dans le cadre de l'introduction. Et maintenant, on va parler en fait de l'impact de de l'impact en fait qu'a eu la pensée d'Ibn Khaldoun sur l'Occident. Et donc le professeur Gabriel Martinez-Gros euh, affirme que au moment où Ibn Khaldoun pose sa théorie, sa pensée dans la Muqaddimah, dans l'introduction en fait de son histoire générale des peuples, si je me souviens bien, c'est ça le titre. En fait, il dit que à ce moment-là, l'Occident en fait échappe dans son organisation sociale, euh, il échappe en fait dans son organisation sociale en fait à cette théorie. Donc en gros, il nous dit ceci. Pour faire court, on peut affirmer que l'Occident a échappé à la théorie d'Ibn Khaldoun pendant l'essentiel du Moyen Âge, pour une raison évidente. Avec l'effondrement des structures de l'Empire romain au 5e et 6e siècle, l'impôt d'État disparaît ou décroît jusqu'à des niveaux insignifiants. Si on compare aux prélèvements fiscaux de l'Empire byzantin ou de l'Empire islamique, encore à la fin du Moyen Âge, l'État européen ne jouit ni du monopole des armes, ni du droit arbitraire de lever de l'impôt, donc dont la théorie d'Ibn Khaldoun accorde le privilège à l'Empire. La philosophie politique européenne au XVIIe et XVIIIe siècle rejeta le système dont la théorie d'Ibn Khaldoun est la meilleure explication sous le nom de despotisme oriental. Jamais dans l'histoire de l'Europe ne s'imposa le trait fondamental de la théorie, c'est-à-dire la distinction claire entre les bédouins ou le monde tribal ancré dans la violence et les sédentaires pacifiques et productifs. Je serais pas pleinement d'accord avec cette analyse. En fait, le seul moment, on peut faire un parallèle rapide entre la pensée, la théorie d'Ibn Khaldoun avec les invasions vikings, les invasions scandinaves des hommes du Nord. C'est le seul parallèle en fait qu'on peut faire, où on peut inclure dans un système, un pur mode européen, la pensée d'Ibn Khaldoun, avec une application purement européenne. C'est avec les invasions vikings, qui deviendront par la suite les Normands, donc les Normands de Normandie et une partie des Anglais, et par exemple les Normands de Sicile. Mais il est vrai que c'est uniquement sur l'aspect des invasions tribales bédouines, donc des invasions qui ne sont pas ancrées dans le monde civilisé, dans le monde de la cité ou de l'empire. C'est les seuls. Parce que en face, la société franc à l'époque, au moment des invasions vikings, ou la société anglaise, n'est pas réellement non plus dans un cadre, si je puis dire, de la cité ou de l'empire tel qu'il est pensé par Ibn Khaldun, avec des levées massives d'impôts, et par cette levée massive d'impôts, euh, une amélioration technologique, dans le but de produire derrière plus de richesses et afin de prélever plus d'impôts. Tout ce qu'on a vu au préalable. En fait, on peut trouver de manière différente, en fait, des États qui peuvent être ressemblants à la théorie d'Ibn Khaldun, mais de manière isolée.
D'une certaine manière, la féodalité, le principe de féodalité est quelque chose qui s'apparente le plus au principe de la cité ou de la civilisation chez Ibn Khaldun. Mais ça reste un épiphénomène. Les invasions vikings nous amènent justement à ces attaques du monde bédouin ou du monde tribal sur la société civilisée, mais pareil, c'est un épiphénomène qui est isolé. Il n'y a pas en fait, de continuité, comme tu peux le voir, comme on peut le voir, en fait, dans le système oriental, le système islamique, entre le monde tribal et le monde tribal bédouin et la civilisation. C'est-à-dire que il y a des actes isolés, par exemple, de civilisation avec le principe de l'impôt, etc., comme on pouvait le retrouver dans la féodalité. Et il y a un fait isolé de l'attaque bédouine tribale, sauvage, entre guillemets, en dehors de l'aspect impérial, de l'aspect de la cité, qui est les invasions vikings. Mais, mais il n'y a pas en fait de lien de lien de causalité, de lien direct en fait entre les deux. Donc c'est deux faits isolés qui font que dans l'absolu, la pensée d'Ibn Khaldoun n'est pas applicable sur l'Occident, sur l'Europe occidentale. Donc bien sûr, pensera peut-être le lecteur, il n'y a pas de bédouins en Europe et il n'y a pas de désert en Europe. Donc il n'y a pas de bédouins. C'est là précisément que gît le grand contresens européen sur la théorie d'Ibn Khaldun. Ce n'est pas faute de bédouins que cette théorie ne s'applique pas à l'Europe. Tout au contraire, elle s'applique mal parce que pendant des siècles, il n'y a pas eu en Europe de sédentaires. La théorie est en effet pertinente dès qu'il existe un nouveau sédentaire, c'est-à-dire une masse de population productive, pacifique et soumise à l'impôt. Si on donne au mot bédouin sa définition plus large, un clan ou une tribu pourvu de solidarité naturelle forte, on trouvera de tels bédouins à peu près partout dans les temps néolithiques et proto-historiques, et dans le passé de l'Europe, tout autant qu'ailleurs. La société bédouine ou tribale a été pendant des centaines de siècles, eût dit Lévi-Strauss, l'organisation la plus commune des unités humaines. Au contraire, l'organisation sédentaire et les villes sont nées beaucoup plus récemment. Le plus tôt que l'on puisse repérer en Europe occidentale un système sédentaire dirigé par un État, c'est à l'époque romaine. Mais dès lors que cette société sédentaire est sortie de terre, elle crée naturellement les menaces des tribus qui convoitent ses richesses, tout comme les troupeaux de moutons attirent les loups. Comme on y a insisté plus haut, c'est le véritable sens du mot bédouin chez Ibn Khaldun. Les bédouins qui intéressent la théorie ne prospèrent que dans le voisinage, une concentration sédentaire, qui puise dans ces marges dangereuses la violence dont elle est dépourvue. Les Romains nourrissent ainsi leur marge germanique ou illyrienne, l'Empire islamique avec les Turcs et les Berbères, l'Empire chinois avec les Turcs, les Mongols et les Mandchous. Mais après cette chute de l'Empire romain, et pour des siècles, l'Europe ne nourrit aucune horde tribale simplement parce qu'il n'existe pas de troupeaux de moutons taillables à merci, résignés à payer autant d'impôts qu'on en exigerait d'eux. L'Europe médiévale dément donc la théorie d'Ibn Khaldun parce qu'elle a échappé au système impérial romain d'impôts lourds et centralisés. Il ne s'y trouve ni ville tentaculaire, ni majorité désarmée, ni guerriers professionnels recrutés dans les marges ou parmi les hors-la-loi. Et donc, il n'y a pas d'oppression bédouine. Les loups ne sont pas intéressés et passent leur chemin. Une forme de centralisation fiscale d'État réapparaît dans la seconde moitié du euh, XIVe siècle pour la première fois aussi nettement depuis l'effondrement de l'appareil d'État romain, 7 ou 8 siècles auparavant. En France et en Angleterre, le pouvoir invoqua les nécessités de la guerre de Cent Ans en cours. Mais là, comme ailleurs en Europe,
C'est plutôt la peste et ses répliques qu'il faut d'abord blâmer. Elle abaissa dans d'énormes proportions les populations démographiques et productives des sociétés, et donc des revenus d'État en construction, incapables de réduire leurs dépenses, en particulier, et leurs dépenses militaires pour ajuster à l'État une économie brutalement appauvrie. En conséquence, la théorie d'Ibn Khaldoun gagne quelque pertinence pour l'analyse de la société européenne entre le XIVe et le XVIIIe siècle. Les armées sont de plus en plus professionnelles après le XVe. La révolution militaire du XVIIe exige un énorme accroissement du prélèvement fiscal, en particulier en France ou en Espagne. Quelques spécialisations bédouines se font jour. Par exemple, la Suisse, par exemple en Suisse, quelques régions d'Allemagne pourvoient de plus en plus, pourvoient de plus en plus la France ou l'Italie en soldats. La population de la France est presque stable entre le milieu du XVIe siècle et le début du XVIIIe. Mais celle de Paris bondit grâce à la centralisation de l'impôt et à la croissance de l'administration et des dépenses d'État. Ces processus conformes à la théorie d'Emile Khaldun ont été remarqués par Tocqueville dans son dernier livre L'Ancien Régime et la Révolution, sans mention d'Ibn Khaldun, dont l'œuvre n'était pas encore traduite et encore moins étudiée. Dans ce livre, Tocqueville se demande pourquoi l'Ancien Régime s'est effondré presque sans résistance en 1789. Et sa réponse, c'est que le très long processus, c'est que le très long processus qui aboutit à la Révolution commence dans la seconde moitié du XIVe siècle, avec l'impôt d'État, la fiscalité centralisée au profit de la couronne, à saper l'autorité politique et sociale de la noblesse, qui était le pilier central de l'ordre royal. Ouais, je comprends pourquoi, en fait, même la féodalité ne rentre pas dedans, en fait. Ouais, donc, ok. Ouais, 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 ouais. En fait, vraiment, en fait, là où peut-être Gabriel Martinez-Gros, en fait, va avoir une lecture très occidentale et surtout très républicaine de l'État central, il parle vraiment d'un État qui est centralisé sur un seul pôle. Par exemple, la République qui est centralisée au niveau de Paris en France. C'est un exemple. Mais pourquoi est-ce que la féodalité peut rentrer dans la pensée d'Ibn Khaldoun? C'est qu'en fait, on ne parle pas d'un, à l'époque d'Ibn Khaldoun, on ne parle plus réellement non plus d'État centralisé comme on pouvait le voir avec les califes Rashidun, radiyallahu anhum, où l'État central était Médine, ou des Omeyyades, où l'État central était Damas, ou les Abbassides, où l'État central était Bagdad. À partir du moment où, en fait, il y a dans un premier temps trois khilafas différents, donc le khilafat abbasside, le khilafat chiite fatimide et un autre khilafat sunni qui est l'héritage de l'ancien califat omeyyade et qui crée un nouveau point central occidental, un nouveau point central du califat qui est ce qu'on pourrait appeler le califat occidental, notamment pour les régions du Maghreb et d'Al-Andalus, avec le califat omeyyade de Cordoue. En fait, à partir de ce moment-là, on ne peut plus parler réellement d'État centralisé tel qu'il est pensé par Gabriel Martinez-Gros. Dessus, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ici, on peut inscrire la féodalité comme la pensée de la cité parce qu'en fait, on peut prendre le modèle qui existait à l'époque d'Ibn Khaldoun, c'est-à-dire un modèle qui est multipolaire. Il y a bien sûr un calife, il y a bien sûr un calife qui est un calife, si je puis dire, symbolique, spirituel, mais d'un point de vue politique et étatique, il y a une multipolarité d'États. Il y a une multipolarité d'émirats, de différents, en fait, différents États, qui chacun prélève l'impôt, en fait, à son propre compte.
Il n'y a plus de Beit al-Mal centralisé. Il n'y a plus de Beit al-Mal centralisé comme ça pouvait exister au préalable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque État est indépendant, gère en lui-même son Beit al-Mal, gère pour lui-même la levée des impôts, le financement des armées, etc., etc. Donc c'est en ce sens où, d'une certaine manière, la féodalité peut s'ancrer dans la pensée d'Ibn Khaldun. Si on prend en compte la multipolarité d'États qui pouvait exister autant dans le monde musulman, qui pouvait exister autant d'Ibn Khaldun. Mais si on pense en termes de khalifa comme un État centralisé avec une capitale centralisée d'un khilafat, dans ces cas-là, non, ça ne peut pas s'appliquer. Mais si on pense en termes de multipolarité, plusieurs micro-petits empires, plusieurs micro-petits émirats, etc., la féodalité peut s'appliquer à la féodalité peut s'appliquer à la pensée d'Ibn Khaldun. Et dans ce cadre-là, elle peut même s'appliquer complètement, puisqu'en fait, la féodalité a amené justement le principe de mercenariat avec pas mal de descendants de Vikings ou de peuples scandinaves, des hommes du Nord ou de Germains, convertis à l'islam, astaghfirullah, convertis au christianisme et qui deviennent progressivement des mercenaires avant de créer eux-mêmes leurs propres États. Ou même le principe de bandit de grand chemin qui existait à l'époque aussi. C'est un principe où, par exemple, lors de la première croisade, les, les nobles, les aristocrates, les nobles locaux, des fois, faisaient sortir de prison des des bandits de grand chemin, des détrousseurs de routes, pour, au final, les greffer au sein de l'armée des croisades, donc l'armée du Christ, si on prend cette manière à penser là, cette terminologie-là, pour rejoindre les rangs justement de l'armée de la croisade et aller en Orient. Donc en fait, on peut même à l'époque féodale, en fait, greffer le principe de bandit de grand chemin euh, au de bandit de grand chemin, en fait, à la féodalité et au principe du bédouin ou du monde tribal. Donc en fait, tout dépend sous quel prisme et sous quel paradigme en fait on analyse la pensée d'Ibn Khaldun. Vraiment, c'est si on le pense en termes impérial avec une capitale centrale, un État centralisé sur une seule capitale, etc. Bien sûr que non, dans ce cadre-là, la pensée d'Ibn Khaldun ne s'applique pas à l'Europe médiévale. Mais si on la pense en termes de ce qui s'appliquait au temps d'Ibn Khaldun, c'est-à-dire plusieurs, euh, plusieurs petits États, plusieurs petits Émirats, dans ces cas-là, on peut complètement l'appliquer avec le principe de la féodalité. Parce que le principe de féodalité n'est pas une féodalité qui est centralisée sur une capitale, mais une féodalité multipolaire, multifactorielle et multirégionale. Chaque seigneur de région qui avait sa réalité locale et qui rendait des comptes à un seigneur plus important, etc. Donc ce principe plutôt pyramidal. En fait, c'est tout dépend sous quel biais d'analyse, quelle grille d'analyse on va penser et théoriser et donc à appliquer la pensée d'Ibn Khaldun sur l'Europe médiévale. En fait, c'est juste un petit instant. Et de bien le recaler. Alors, dans les termes d'Ibn Khaldun, traduisons que la noblesse était la asabiya, donc le rassemblement de solidarité de guerriers, sur laquelle reposait la royauté. La sape du pouvoir et du prestige de l'aristocratie par la royauté détruisit son esprit combattant
L'aristocratie domestiquée s'établit à Versailles ou à Paris, tandis que le roi donnait le premier rang dans l'état des scribes et à des nouveaux venus. De même que le monarque dans la théorie d'Ibn Khaldoun détruit sa propre tribu et fait appel à des clients, entre guillemets, étrangers à son peuple. Cette politique était destinée à soumettre l'aristocratie au roi, mais elle eut pour effet de déraciner la noblesse, soutien majeur du trône, réduite à un arbre creux. La monarchie n'opposa qu'une résistance insignifiante à la révolution. Tel que l'explique Tocqueville, la Révolution française n'aurait guère surpris Ibn Khaldoun. La Révolution éclate au terme d'une crise budgétaire déterminée par des dépenses militaires écrasantes, conséquence inévitable du coût croissant d'armées professionnelles et d'une guerre ruineuse en Amérique. La France affronte la même crise financière et militaire chronique qui affaiblit puis emporta l'Empire romain au Ve siècle ou l'Empire abbasside au IXe siècle. Sans surprise, la Révolution résout en partie le problème. La nouvelle armée révolutionnaire est jeune et gratuite. La Révolution paye ses troupes en droit politique. Oh, pourquoi on marcelle comme ça? Et donc, la Révolution paye ses troupes en droit politique et en mesures idéologiques. Tout comme les dynasties nouvelles chez Ibn Khaldoun payent, payent les leurs en zèle religieuse, ce qu'on appelle la Darwa. Plus tard, cette armée révolutionnaire se nourrira des conquêtes et du pillage des pays voisins, comme la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie. Tout comme les Arabes conquérants, tout comme les Arabes conquérants tirèrent profit du pillage et de l'impôt exigé des terres soumises de Mésopotamie, d'Égypte ou de Syrie. On pourrait encore ajouter la comparaison et conclure que dans une certaine mesure, la Révolution française est une sorte de renouveau tribal et barbare, qui donne le coup de grâce à une vieille monarchie dont la Asabia s'est épuisée. Mais il y a, cela va de soi, bien des aspects de la Révolution que la théorie d'Ibn Khaldoun n'explique pas. Et d'abord le fait que le renouveau politique et militaire de la France ne lui vienne pas d'un monde tribal des marges, mais des profondeurs même de son peuple. Dans la théorie d'Ibn Khaldoun, cette possibilité est exclue. L'existence même de l'État serait mise en cause si le peuple pacifique et productif serait mise en cause si le peuple pacifique et productif s'emparait des fonctions militaires. En un mot, si les moutons, entre guillemets, se faisaient loups, car les loups ne payent pas d'impôts et l'État ne suivrait pas la fin de la ségrégation marquée des producteurs avec les guerriers. Ibn Khaldoun insiste sur l'idée d'un soulèvement civil. euh, Ibn Khaldoun insiste sur l'idée qu'un soulèvement civil ne peut pas déboucher sur l'émergence d'une dynastie durable. Et ça, on le voit justement avec... euh, Ouais, mais en fait, ça m'aide sur le truc. En fait, des fois, ça m'aide d'avoir les notifications sur certaines choses. Mais bon, là, ouais, je vais le faire. Je vais essayer d'y penser les prochaines fois que je fais cours. Merci. Euh, ouais, je vais voir pour l'activer. Ouais, je vais voir pour l'activer. Donc, je disais. Donc effectivement, en fait, donc l'idée qu'un soulèvement de la propre population ne peut pas déboucher sur l'émergence d'une dynastie durable. C'est très intéressant, en fait, quand on l'applique sur la Révolution française. On est à la cinquième version de la République aujourd'hui, peut-être potentiellement la sixième. On n'a pas réglé en soi les principales problématiques qui ont amené à la Révolution française. Bien au contraire, on se retrouve avec de plus en plus d'impôts, qui a amené justement le principe de la Révolution française.
Et on se retrouve sur une pensée, en fait, qui est une pensée et une théorie de l'État républicain qui, en fait, est une théorie complètement hybride. Et d'ailleurs, potentiellement, aujourd'hui, on commence même à te parler de sixième république. Quand tu écoutes le discours de certaines personnes qui s'inscrivent dans cet héritage révolutionnaire, ou de la Révolution française, ou, et même chez certains contre-révolutionnaires, il y a cette pensée, il y a cette pensée qui dit que, au final, la révolution a placé le bourgeois à la place de l'aristocrate. C'est-à-dire que le bourgeois qui à la base vient du tiers-état, donc de la population, qui ne fait pas partie de l'élite noble de l'État, ou de l'élite religieuse, donc le clergé et la noblesse, en fait, a pris, a remplacé selon son paradigme à lui, en fait, en fait cet ancien ancrage sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui se dit républicain, celui qui aujourd'hui se dit républicain, qui adhère à l'idée de Révolution française, au final, qui vient du tiers-état, mais de l'élite du tiers-état. Donc là, la bourgeoisie, les philosophes, certains philosophes, euh, des Lumières, etc. Et donc, les héritiers de ces révolutionnaires, qui soient purement révolutionnaires ou idéologues de la révolution, aujourd'hui ont remplacé le clergé et la noblesse. Le bourgeois qui était commerçant, banquier, etc., aujourd'hui remplace la noblesse. Et l'ancien philosophe des Lumières, qui progressivement a amené à cette espèce d'ésotérisme matérialiste, ce qu'on pourrait aujourd'hui appeler le développement personnel, mais qui aujourd'hui, en fait, ou la franc-maçonnerie et ses idéologies comme ça, en fait, a remplacé le clergé. C'est-à-dire que les garants de la laïcité, aujourd'hui, ceux qui se placent en parangons de la laïcité et en garants radicaux de la laïcité, sont sont les évêques d'hier. Ou avant, si tu étais accusé de blasphème, que tu passais devant le tribunal religieux, donc le tribunal inquisitorial à une certaine époque, et ensuite le tribunal religieux, etc., et que tu étais reconnu effectivement comme blasphémateur, tu risquais une peine de prison ou pire. Aujourd'hui, ce sont ceux qui critiquent la laïcité, la radicalisation de la laïcité, etc., qui, et certains philosophes aussi républicains, qui s'inscrivent dans cette philosophie républicaine, sont aujourd'hui le clergé d'hier. Donc en fait, au final, on est revenu en fait sur le même paradigme que l'ancien empire, que l'ancienne forme politique. Si je me souviens bien, il dit l'ancien empire. L'ancien régime, pardon. C'est ancien régime. Donc l'ancien régime, en fait, a uniquement fait une mise à jour avec une alliance entre le président, la bourgeoisie et les philosophes des Lumières, ou francs-maçons, etc., etc. Les laïcistes d'aujourd'hui. On se retrouve on se retrouve dans cette même trinité dans la gestion de l'État, donc un chef d'État, un chef d'État absolu, qu'on le veuille ou non, quand le président est élu même pour 5 ans, il a une autorité absolue. Même si c'est provisoire, ce n'est plus comme le roi qui était
un roi à vie, qui était l'autorité absolue à vie, mais aujourd'hui, c'est une autorité absolue pendant 5 ans. La bourgeoisie, la bourgeoisie, les ministres, l'Assemblée nationale, etc., parce que c'est un milieu qui est très bourgeois de base. Donc cette bourgeoisie qui devient la noblesse, et le clergé qui est remplacé aujourd'hui par des philosophes, une certaine pensée maçonnique et la laïcité. Mais on se retrouve exactement dans le même type d'organisation sociétale. Donc c'est pour ça que la pensée d'Ibn Khaldoun, qui dit que, au final, une révolte qui vient de l'intérieur même de sa population ne peut pas créer une nouvelle dynastie, une nouvelle civilisation, un nouvel empire, s'applique complètement, en fait, ici au cadre de la Révolution française. Puisqu'en fait, la Révolution française a voulu amener un changement de paradigme vis-à-vis de l'ancien régime pour au final créer une nouvelle version laïque et bourgeoise, donc du tiers-État, de l'ancien régime. Ces sortes d'aventures, et on va s'arrêter là-dessus, donc ces sortes d'aventures sont condamnées à l'échec. D'abord parce qu'elles ne réussissent pas à rassembler la masse critique de solidarité combattante, mais aussi parce qu'en armant les foules, elles se privent du pouvoir de faire payer l'impôt à tous ceux dont c'est le seul rôle politique qu'on en attend. Et du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et il nous reste pas grand-chose. Peut-être qu'on finira la semaine prochaine. On finira peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, en fonction de comment on avance. Mais on va enfin finir cette introduction. Alors, est-ce que tu aurais une question, Abdurrahman, vu que tu es là? Ok. Donc, on va s'arrêter là. Je vais m'occuper là du montage du cours d'hier soir et d'aujourd'hui, là, cet après-midi. Je vais les publier dans la journée. Là, je vais les publier dans la journée, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Oui, oui, il y a pas de problème, je sais.